Échec des négociations direction-syndicat, grève confirmée pour vendredi et samedi prochain. 5 mois après l'explosion, succès complet pour le 37e vol de la fusée européenne. Des régions entières manquent d'eau, la France à l'heure des restrictions. Le fils du grand matador El Chamaco, la nouvelle révélation de la tauromachie. Bonsoir, 90 000 passagers pris en otage le week-end prochain. La compagnie Air Inter semble décidément atteinte d'une épidémie de grève. Cette fois, ce sont les personnels au sol et les personnels navigants qui ont déposé un préavis. La direction tente par tous les moyens d'éviter la grève, mais les retours et les départs en vacances s'annoncent déjà sous de très mauvais auspices. Frédéric Delpech. Prévision pour vendredi et samedi, un quart des vols annulés, comme la semaine dernière. Seulement voilà, ce week-end étant un des plus chargés de l'année, les perturbations seront encore amplifiées. À situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle, la direction d'Air Inter vient d'introduire un référé en justice pour faire annuler la grève. Intolérable de prendre 90 000 passagers en otage, estime-t-on à la compagnie. Même son de cloche au ministère des Transports, où Michel Delbar a encore appelé aujourd'hui les syndicats à revenir sur leurs décisions. Des syndicats qui, de leur côté, sont bien déterminés. Ils envisagent même un autre préavis de grève pour les 3 et 4 août prochains. Car le malaise social existe vraiment, du moins pour le personnel au sol. Difficile de se contenter de 6 000 à 8 000 francs par mois, alors que le trafic aérien s'accroît, que les tâches s'alourdissent et que les effectifs ne sont pas accrus. Mais par contre, pour les navigants qui ont rejoint le mouvement et qui gagnent entre 40 et 70 000 francs par mois, la revendication d'un meilleur salaire est plus difficile à comprendre. 40% de notre pouvoir d'achat. Vous voyez que, en fait, le nivellement des salaires des navigants est devenu quelque chose de tout à fait banal, et on ne peut pas dire qu'aujourd'hui on ait des rémunérations exagérées par rapport à ce qui se pratique dans l'industrie en général. En fait, le personnel navigant semble aussi vouloir la tête du PDG d'Air Inter, Pierre Elsen, coupable de leur avoir imposé le pilotage à deux. Pierre Elsen qui est décidément sur la sellette. D'un côté, la CGT qui exige une augmentation générale de 1 500 francs par mois. De l'autre, le gouvernement qui refuse d'accorder cet argent. Sa marge de manœuvre est de plus en plus étroite et son silence de plus en plus pesant. On a perdu quelque part de marché, mais pas tellement. Plus haut dans les airs, l'accident d'Ariane il y a 5 mois n'est plus qu'un mauvais souvenir. La fusée européenne a renoué cette nuit avec le succès. Un vol superbe réussi à la seconde près dans une nuit splendide à Kourou et un 37e vol très important. Ariane devait mener à bon port 2 satellites très précieux, mais surtout regagner un capital confiance qui se chiffre en millions de dollars. Jean-Paul Géroard. Attention pour décompte final. Il est minuit 25 à Paris la nuit dernière. 10, À Kourou, 9, fin du compte à rebours, 8, les cœurs de la salle 7, Jupiter font boum 6, et c'est 5, Ariane qui s'élève. 4, 3, 2, 1, feu. Nominal, entendez parfait. Le 4e lancement du plus gros modèle d'Ariane n'aura donc pas connu la mésaventure du tir précédent, l'explosion 101 secondes après le décollage et 2 satellites nippons partis en fumée. Cette fois, tout au contraire, le français TDF-2 et l'allemand Copernicus ont été placés à l'heure dite et sur une orbite de rêve. Frédéric Dallest, PDG d'Ariane Espace depuis 10 ans, peut quitter son poste rasséréné et la tête haute. Ariane garde tous ses atouts et pour l'heure sa suprématie sur le marché chaque jour plus disputé des lanceurs de satellites. Autre motif de satisfaction, par ce tir, une nouvelle ère de la télévision s'ouvre en Europe. TDF-2 va enfin pouvoir doubler et rendre crédible son grand frère TDF-1. Ils doivent en principe permettre de recevoir des programmes dans le standard de haute définition D2 Mac Paquet. Seul problème, pour l'heure, personne ou presque n'est équipé. Les constructeurs et les vendeurs d'antennes attendaient le lancement de TDF-2 pour y croire vraiment. Cette nuit, Ariane a tout fait pour leur donner la foi. 12 ans après, la marée noire de la Moco Cadiz laisse décidément des traces. Le jugement rendu hier par un tribunal de Chicago ne fait que des malheureux. La compagnie pétrolière Amoco, condamnée à payer 852,5 millions de francs en tout, conteste cette facture trop élevée. En Bretagne, les communes sinistrées, mais aussi l'État, demandent beaucoup plus d'indemnisation pour la première véritable catastrophe pétrolière. Réaction des ostréiculteurs du Finistère, ils sont amers et désabusés. Reportage Muriel Lemorvan et Guy Zoualek. Dans la nuit du 16 mars 78, toutes les huîtres de la Berbenois furent noyées en quelques heures par le mazout. Pendant 3 ans, la famille Bescon n'a pas vendu un seul coquillage et les conséquences de la catastrophe se font sentir encore aujourd'hui.
On avait quand même une activité, mais on n'avait pas de ressources. Alors les ressources, c'était par les prix pour pouvoir continuer à vivre. Qu'il a fallu rembourser. Après, bon, 2 ans après, bon, on a commencé déjà à avoir un peu de marchandises sur nos parcs. Mais après, la clientèle qu'on avait à l'année de la marée noire, une majeure partie, on a perdu, qu'on n'a jamais pu rattraper. Conséquences économiques, conséquences morales aussi, la femme de Gongat-Bescon, très déprimée et découragée par les emprunts à rembourser, est à peine remise de ce choc. En apprenant hier soir la condamnation d'Amoco, Gongat-Bescon n'a pas vraiment été ému. 127 millions pour les Bretons, ça le fait doucement rigoler. Je n'y crois plus, elle a, pour indemniser de l'Amoco, puis d'avoir un peu de galette de l'Amoco, je n'y crois pas. J'ai jamais cru, et encore moins maintenant. Encore moins maintenant. Bon, alors maintenant, quand est-ce que ça va être fini? Ça fait déjà 12 ans et demi que ça dure. Ça va durer encore 2 ou 3 ans? D'ici là, je serai au cimetière peut-être. La Normandie, le sud-ouest, l'Alsace et le Midi, une grande majorité de la France s'inquiète sérieusement du manque d'eau qui fait suite à la canicule. Henri Nallet lui-même prie les cieux de voir une goutte d'eau tomber sur notre cher hexagone. Mais à la danse de la pluie des Indiens, nos élus plus réalistes préfèrent les restrictions. Morad Aïtabouche. La canicule a pratiquement disparu, mais la pluie continue de bouder le pays. Conséquence, la France reste au régime sec. Partout, les interdictions pleuvent, lavage de voitures prohibé, arrosage et remplissage de piscines interdits. Ici, à Puy-en-Velay, comme dans 23 communes de Haute-Loire, les gendarmes patrouillent, veillent et surveillent 24 heures sur 24. Bonjour. Henri de Rosière, vous savez qu'il y a un arrêté qui est sorti depuis hier soir qui interdit l'arrosage des pelouses. Ah non, je sais pas pour. Espace vert. Je sais pas pour. Bien, vous venez d'apprendre qu'il est interdit d'arroser, alors comment vous allez faire? Mais je sais pas, je ne vais plus arroser alors. On va m'arrêter de l'eau. C'est comme d'en haut. Des salades bien vertes, un premier avertissement, la prochaine fois, c'est l'amende. D'autres communes sont concernées par ces restrictions, l'Eure, le Calvados, la Haute-Garonne, l'Aude et la Dordogne. Pour l'instant, l'agriculture est relativement épargnée par la sécheresse. La récolte des céréales est pour l'essentiel terminée. Mais les récoltes de printemps, maïs, fourrage et tournesol risquent bien de souffrir. D'autant qu'un peu plus loin, les prairies jaunissent à vue d'œil et à l'horizon, rien de bon. La météorologie nationale prévoit toujours un grand soleil et des températures sahariennes. Conséquence beaucoup plus dramatique de la canicule en Algérie. 38 personnes sont mortes, victimes de la chaleur. Les températures ont atteint jusqu'à 50 degrés. La plupart des victimes sont des personnes âgées ou des enfants. La politique maintenant, avec un sondage en baisse pour le chef de l'État au baromètre mensuel BVA Paris Match. La cote de popularité du président de la République descend de 3 points et pour la première fois depuis 1986, c'est-à-dire depuis le début de la cohabitation, le chef de l'État passe sous la barre des 50%. Le chiffre valait une explication, Arlette Chabot. Oui, alors la cote de popularité du président de la République, on s'en souvient, avait baissé de façon importante au printemps. C'était au mois d'avril. Il y avait alors 3 explications. L'amnistie, l'image chaotique du congrès du parti socialiste et puis une attitude, disons, un petit peu hésitante en politique étrangère. Et à cette époque, le président de la République perdait des sympathies, surtout dans son électorat de droite, et puis parmi les jeunes. Depuis, il s'est efforcé de corriger le tir de 2 façons. On se souvient de la suite répétée de discours invitant le gouvernement à lutter contre les inégalités. Ça, c'était pour remobiliser l'électorat de gauche. Et puis le 14 juillet, c'était l'hommage aux écologistes et l'annonce de la réduction de la durée du service militaire en direction des jeunes. On s'aperçoit donc aujourd'hui que ce message n'est pas bien passé. Pourquoi? Il y a sans doute 2 explications. Lutter contre les inégalités, c'est bien, mais pour l'instant, il n'y a pas d'effet, de traduction concrète de ce souhait présidentiel. Et puis, il y a eu la petite affaire Stirn, qui sans doute a ravivé le climat de méfiance générale à l'égard de la classe politique. On s'aperçoit dans ce sondage que Michel Rocard résiste un peu mieux que François Mitterrand, mais je dirais que le sort de l'un et de l'autre reste lié. Enfin, c'est un sondage d'été, évidemment, mais il est surtout très révélateur du décalage qu'il y a entre une situation française qui est objectivement parce qu'économiquement bonne, et puis la morosité, la grogne persistante des Français. Merci Arlette. À Matignon, Michel Rocard recevait aujourd'hui les grands économistes du PS et face aux siens, le Premier ministre a dû défendre un projet de budget 90 que les socialistes aimeraient plus axé sur la politique sociale et la réduction des inégalités, justement. La réunion se poursuit, mais le ton est à la conciliation. Reportage Daniel Sportiello et Georges Minangua. Ce n'est pas la première fois que Michel Rocard, assisté de ses 2 ministres financiers,
offre aux experts économiques socialistes l'occasion d'une longue concertation budgétaire. Chez les parlementaires socialistes, le désir d'être impliqués était trop vif. Ils ne voulaient plus se retrouver devant un budget ficelé dans leur dos. C'est une discussion tout à fait normale, de fond, qui se poursuit, qui est à souligner. Je crois que c'est quelque chose d'important. Le Parlement reprend et veut reprendre l'ensemble de ses prérogatives, mais en discussion normale avec le gouvernement qu'il soutient. Nous avons demandé au gouvernement d'étudier un certain nombre de taxations de plus-value de caractère spéculatif pour qu'elles se transforment en plus-value productrice de richesse. Voilà, je crois, la philosophie de notre réunion. Ça a été une réunion qui s'est déroulée dans un bon climat et nous nous retrouverons pour faire le point autour du 29 août. Sur les dépenses, un compromis a été trouvé. Éducation nationale, logement social, recherche sont bien les priorités réclamées par le groupe socialiste et appuyées par le chef de l'État. Restez les recettes où ça bloque un peu plus. TVA, Pierre Bérégovoy est pour un allègement rapide, les socialistes préfèrent attendre 93. L'impôt sur les sociétés, Pierre Bérégovoy veut le diminuer pour encourager les investissements industriels. Les socialistes y ont mis une condition. Les placements purement spéculatifs des entreprises seront plus lourdement taxés. Le ton le voit est à la conciliation, arbitrage final fin septembre. Les 200 détenus graciés par le président de la République le 14 juillet ont maintenant tous quitté leur cellule. Leur sortie de prison avait été préparée de longue date, emploi, logement ou accueil, tout leur a été facilité. Malheureusement, ces conditions presque idéales sont plutôt rares dans le milieu carcéral. Par manque de structure et de moyens, les détenus se retrouvent souvent à la rue sans garde-fou. Résultat, un taux élevé de récidive. Anne Rongère et Marc Doux ont suivi 2 de ces ex-détenus au parcours différent, mais qui ont la même peur au ventre. La liberté et après. Tous les prisonniers parlent de leur angoisse au moment où la porte s'ouvre. Franck a fait 3 mois de prison pour un cambriolage. Sorti depuis plus d'1 an, il erre depuis de remplacement en petit boulot. Hier, il est venu demander une chambre dans ce foyer près de Paris. Malgré la présence des éducateurs, presque comme une vraie maison. Un sas de décompression pour reprendre ses marques, car la liberté retrouvée a parfois un goût amer. Et à la sortie, comment ont réagi vos amis, votre famille? Comment vous êtes senti par rapport à eux? Bien, c'est moi qui ai réagi envers eux parce que je n'ai vu personne. Je n'avais surtout envie de voir personne, surtout par honte, par la honte, je crois. Donc à la sortie, vous vous êtes retrouvé très seul. Tout seul, très seul. Qu'est-ce qui est le plus dur quand on sort? Le plus dur quand on sort, c'est de se retrouver soi-même. C'est-à-dire? C'est de se retrouver soi-même par rapport aux autres. De retrouver son image, de se retrouver soi. Robert, à droite, habite ici depuis 6 mois. Car après 18 ans derrière les barreaux pour une affaire criminelle, l'idée de vivre seul le panique. Ici, il réapprend à choisir seul ses horaires, à gérer son budget, bref, à redevenir autonome. Car pendant ses 18 ans, c'est la télé qui lui a servi de regard sur le monde, un monde où il a perdu ses marques. Avant que je rentre en prison, on achetait un ticket au guichet et on montait directement dans le train. Tandis que maintenant, il faut passer... À la machine. Voilà. Vous ressentiez quoi alors? Je ne sais pas, moi je sortais de prison, je pensais que tout le monde me regardait, qu'il y avait quelque chose qui me marquait de la prison. Peut-être une démarche que les gens ont dehors, que nous on n'avait pas... Qui n'était pas la même. Qui n'était pas la même, oui. Maintenant, Robert est de l'autre côté du grillage, gardien d'un terrain de sport. Il est très fier de son badge et de ses 5 trousseaux de clés. Le gardien, c'est lui. À son tour d'ouvrir et de fermer les portes pour les autres. Tout un symbole, l'apprentissage de la liberté. La France soutient toujours l'Algérie, mais la visite de Ghazi Iddoussi n'a pas suffi à donner un coup de pouce au soutien financier accordé à son pays. S'il n'a pas réussi à faire plier Pierre Bérégovoy, c'est aussi et surtout aux investisseurs que le ministre de l'économie algérien est venu faire du charme. Il rencontrait aujourd'hui les patrons français au siège du CNPF. Leïla Amara.
L'Algérie semble avoir désormais opté pour le libéralisme économique. Pour relancer les investissements étrangers, elle vient de mettre fin au monopole étatique et voter une nouvelle loi sur la monnaie. De quoi encourager les entreprises françaises que le ministre de l'économie algérien, Razi Ridoussi, a rencontré ce matin au CNPF. Ils ont compris, je crois maintenant, tout le monde comprend que nos lois sont claires sur du marché et que deuxièmement, les réformes, c'est la concurrence. Et la concurrence à partir de l'Algérie. Une urgence pour l'économie algérienne en perte de vitesse. Avec 27 milliards de dollars de dette extérieure, dont 40% dus à la France, l'Algérie n'a toutefois pas obtenu hier l'aide supplémentaire escomptée de la part du gouvernement français. Mais de leur côté, les entreprises françaises sont prêtes à étudier sérieusement le nouveau marché algérien. Je pense qu'il y a des chances que des entreprises nouvelles où les anciennes entreprises, en développant leurs investissements, se présentent en Algérie pour y investir dès l'instant où, au fil du temps, mais l'expérience est en cours, la qualité du nouveau système mis en place sera démontrée. Au fond, on a besoin d'ouverture, on a besoin de garanties dans le rapatriement des dividendes ou des profits faits par les entreprises. On a besoin de pouvoir importer les matériels nécessaires. Il y a toute une série de choses qui sont des conditions d'un investissement satisfaisant. Et si ces conditions sont, comme je le crois et l'espère, désormais réunies, je ne doute pas que les entreprises françaises soient plus nombreuses encore à aller en Algérie. Une prochaine réunion avec le patronat français est prévue en septembre. Mais en attendant, l'Algérie aura fort à faire pour démontrer qu'elle est désormais entrée dans une véritable économie de marché, après tout de même 25 ans de monopole étatique. La guerre du pétrole aura-t-elle lieu? Ce qui est sûr, c'est que le Koweït et l'Irak ne semblent pas vouloir calmer les tensions qui existent entre les deux pays avant la fin de la semaine. Au centre de ce conflit, le prix du baril. Et quelques heures après le début du sommet de l'OPEP à Genève, Saddam Hussein vient de remporter sa première victoire. Le baril d'or noir augmentera de 6% et atteindra au moins les $20. Sylvie Levet. Décidément, la région du Golfe n'a pas perdu sa réputation de poudrière. Depuis quelques heures, Washington, conjointement avec les Émirats arabes unis, organise des opérations militaires en mer afin, dixit la Maison-Blanche, de protéger les États amis de la région. Entendez le richissime Koweït, aujourd'hui dans le collimateur de son turbulent voisin, le président irakien. Car c'est bel et bien lui, Saddam Hussein, l'instigateur de cette grande mise en scène. Et ses quelques 30 000 soldats déployés depuis hier à la frontière avec le Koweït ne serait sans doute qu'une ruse de la part de Bagdad, une manière de faire monter la tension dans la région afin de voir grimper en flèche les cours du pétrole. À court terme, Saddam Hussein pourra récolter les dollars dont il a tant besoin pour se lancer à nouveau dans sa course folle au leadership arabe. Une manigance presque réussie puisque le Koweït vient d'accepter une augmentation de l'or noir de l'ordre de 6%. Mais l'Irak est gourmande, elle veut davantage, elle vient de jeter son dévolu sur des îles stratégiques koweïtiennes, Boubiyan et Warda, qui abritent deux grands ports en eau profonde. Une véritable ouverture pour Bagdad sur les mers du Golfe, qui jusqu'alors faisait cruellement défaut à ses ambitions de grande puissance. Décidément, tout semble concorder, ce n'est pas une nouvelle guerre que cherche Saddam Hussein, mais bel et bien à se positionner en tant que leader incontournable du monde arabe. Retour en France avec les autres faits marquants de l'actualité, à commencer par l'horrible affaire de Montauban. Commentaire Claire Sébastien. La scène qui s'est déroulée et qui a abouti à la mort a été d'une violence rare. Enquête difficile pour le procureur de Montauban après la découverte du quintuple meurtre où 4 hommes et une jeune femme qui squattaient un appartement ont été sauvagement tués à coups de couteau et de barres de fer dans le centre de Montauban. C'est dans la parcelle dite du Carré des Italiennes qu'une quarantaine de tombes chrétiennes ont été profanées la nuit dernière dans le cimetière Saint-Pierre de Marseille. Des crucifix ont été jetés dans les allées. Par ailleurs, dans le carré du diocèse où sont enterrés les prêtres de Marseille, une statue de la Vierge a été décapitée. Une mise en scène macabre qui laisse penser à l'acte d'un déséquilibré. Remise en liberté aujourd'hui par la Cour d'appel de Lyon de 3 des responsables nationaux de l'église de Scientologie. Parmi eux, Jean-Jacques Mazier, qui dirigeait l'église de Lyon, avait été inculpé d'homicide involontaire, exercice illégal de la médecine et escroquerie dans le cadre de l'enquête sur le suicide en mars 88 d'un adepte de cette église. 4 personnes restent toutefois inculpées.
Le manque de neige et la baisse conjuguée du dollar et du yen ont fait des dégâts à la société Salomon. Le leader mondial des fixations de ski à Annecy se prépare à licencier 240 cadres. Le mouvement de grève amorcé vendredi a été levé hier soir. La direction s'est engagée à doubler la prime de licenciement. Panique à bord pour l'équipage chilien de l'Esmeralda, un 4-mâts qui s'est échoué sur un banc de sable au large de Bordeaux. Il a fallu l'intervention de 2 remorqueurs pour le tirer sans dommage de ce mauvais pas. Et puis une rose parfumée à la Nice, c'est la nouveauté de l'été. Elle nous vient de Nice et a pris le nom d'un marchand de spiritueux bien connu. Si vous êtes un fan de tauromachie, ou plutôt un aficionado, regardez bien ces images. Elles révèlent un nouveau talent, peut-être même un prodige. Il n'a que 17 ans, mais El Chamaco, comprenez le gamin, avait un professeur hors pair, son père, El Chamaco numéro 1. Portrait de ce torero junior, Alain Dorgance et Christos Camillieris. Parti sur les traces d'Antonio Borrero, alias El Chamaco, nous avons découvert un jeune matador audacieux, provocateur, qui place très haut la prise de risque. Ce jour-là, ce jeune homme âgé de 17 ans nous avait fixé rendez-vous aux arènes d'Algeciras pour nous donner une leçon de courage et de générosité. Cet argent que je viens de gagner, je le destine aux enfants pauvres. Tous les matadors exercent cette profession en guise d'ascension sociale, tout sauf un, Antonio Borrero. Issu d'une famille riche, El Chamaco joue sa vie face au taureau pour une bonne cause, l'aide aux enfants pauvres. Je voulais être torero pour la simple raison que 4 millions d'enfants meurent chaque jour dans le monde entier. C'est un chiffre horrible. Je pense qu'à travers ma profession, très importante tant sur le plan culturel que sur le plan social, tout le monde comprendra pourquoi je suis devenu torero. En fait, je me révolte contre une société cruelle envers ces personnes qui meurent chaque jour de faim. Antonio Borrero vit avec les taureaux de combat au quotidien. Son père, célèbre matador des années 50, s'est reconverti dans l'élevage et possède une hacienda en Andalousie, dans la région d'Huelva. El Chamaco Junior vient tester les vachettes qui assureront la reproduction et poursuit son apprentissage du combat avec le taureau qu'il érige en art. Le taureau est en lui-même un art et comme tout art, il est très beau. Alors je n'ai pas envie de faire du mal au taureau, mais plutôt de dessiner un ballet avec lui. Double composite d'El Cordobés et de Litri El Chamaco, entendez le gamin, marquera la génération des matadors de l'an 2000. Un torero bravo est né. Avec des couleurs beaucoup moins chatoyantes et plus classiques, des jupes courtes, des épaules très marquées mais un ensemble très souple et flou, Saint-Laurent présentait aujourd'hui sa collection d'hiver et le grand couturier a lui aussi craqué pour les affriolantes dentelles noires. Reportage Elisabeth Kiledjian et Philippe Poncet. Épaules marquées, d'un blouson le long du dos avant de retrouver la ligne des hanches. C'est le thème clé de la collection. Du petit matin aux nuits blanches. Guy pur et chantilly, un hiver de dentelle noire sur du tweed ou à même la peau.
pour voler les couleurs de la jungle avec un pied de nez aux chasseurs blancs cœur noir, des fauves de paillettes et des nuages de plumes pour ensorceleuses extraverties. Les autres joueront les marquises dans des bouillonnements de moire. Ou laisseront sur leur sillage des envols de mousseline. Un peu de désenchantement aussi. Voilà, fin de cette édition avec ces superbes images. Les programmes sur la 3 ce soir à 20h, la classe avec Fabrice. À 20h35, hommage à Mariti et Gilbert Carpentier avec La Belle Mémoire, 40 ans de télévision sur FR3. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 21h50, Soir 3 présenté par Didier Chaumont. Tout de suite, la météo complète de Florence Klein. À demain 19h, bonsoir.